Alors, bonsoir à tous, merci d'être venus, et bonsoir à nos amis de l'extérieur qui, grâce à Paul, que je remercie comme chaque fois, se connecteront quand ils le voudront, et écouteront ce que Jean-Baptiste Denier va nous dire ce soir, et qui sera, comme d'habitude, extrêmement intéressant. Je dois d'abord excuser notre président, vous voyez que nous ne sommes que deux, d'habitude il est là, à l'extrême gauche, une fois n'est pas coutume, mais là il est retenu à Paris pour un congrès, donc il m'a chargé de l'excuser auprès de Jean-Baptiste, auprès de vous-même, et il m'a chargé de vous dire un peu ce qu'il aurait dit s'il avait été là, à savoir qu'il était satisfait de la tenue de ces 8 cafés sur l'enquête sur la République, qui s'achève donc ce soir, mais qui en réalité ne s'achève pas, puisque nous avons réfléchi, discuté, parlé, mais c'est l'actualité elle-même, c'est dans la rue, dans la presse, que l'enquête sur la République se fait d'elle-même, vu que le système est en crise, maintenant ça n'échappe à plus personne, même les plus distraits ou les moins bien informés voient bien qu'il y a 8 millions de pauvres, qu'il y a 6 millions de chômeurs, qu'il y a des violences qui sont en croissance exponentielle, qu'il y a une suradministration, une expatriation des jeunes Français, etc. Et donc l'enquête sur la République, qui pour nous va s'achever ce soir cette saison, en fait elle se continue dans les médias, dans la presse écrite, dans la presse parlée, à la radio, à la télévision, et c'est tant mieux, nous avons donc collé à l'actualité, malheureusement en un certain sens. Donc ça a été un succès. Nous allons voir ce soir avec Jean-Baptiste Denier, qui en avait déjà un petit peu donné les grandes lignes le 1er septembre dernier, pour ceux qui étaient à Martigues, pour la journée d'hommage à Charles Maurras. Le thème de conclusion, en quelque sorte, si je puis dire, sera, avec Maurras, une autre modernité est possible. Sommes-nous condamnés à être antimodernes? Bien. Alors, Jean m'avait demandé de dire ceci rapidement. Je dois également vous dire un petit mot, c'est la moindre des choses. L'année dernière, je vous avais parlé de notre ami Hubert, qui nous avait quittés d'une façon très soudaine à la suite d'un AVC. Nous avons malheureusement perdu, il y a 15 jours, notre ami Franck, d'Aix-en-Provence, qui était un bon ami et un bon militant de plusieurs décennies. Je ne dirais qu'une chose de lui, c'est lui qui avait été chargé en 2002, quand les princes sont venus au Rassemblement Royaliste des Baux, c'est lui qui avait eu la haute main, et ça s'était déroulé parfaitement, sur le service d'accueil. Moi j'y étais, peut-être certains parmi vous y étaient, c'était important, les princes et l'Action française se retrouvaient depuis presque 50 ans en plus, même, il n'y avait plus de contact. Et là, le prince Jean est venu, le prince Eudes est venu avec son épouse Marie-Liès, et c'est Franck, avec son épouse Dominique, qui avait parfaitement organisé la journée, une très belle journée, ensoleillée, magnifique. On est évidemment dans la peine, bien sûr, pour sa femme, ses enfants. Alors voilà, on l'a dit tout simplement. Jean vous l'aurait dit, comme il n'est pas là, c'est moi qui vous en fais part. C'est le moment de se rappeler un petit peu de ce que disait Mistral, un peu à la façon de Bernanos, pour ceux qui sont croyants, ce qui est le cas d'un grand nombre d'entre nous, qui en tout cas était le cas de Franck. Ma il grand mot que l'homme oublie, dove ici, la mort est la vide, et dit bon, et dit pur, et dit douce, bénura, et met la flamme du vin subtil, et amour singularan tranquille, et qui t'arrend blanc ou bédile, une monde, une licence, une des longues accueillera. Ce qui veut dire, mais le grand mot que l'homme oublie, le voici, la mort c'est la vie, et les bons, et les purs, et les doux, heureux sont-ils, emportés par un vent léger, là-haut, ils s'envoleront tranquilles, et quitteront blancs et purs comme des lys, ce monde où les saints sont sans cesse lapidés. Voilà ce qu'écrivait Frédéric Mistral et que nous dédions à notre ami Franck, qui vient de nous quitter, mais qui reste avec nous, évidemment, mystérieusement, comme disait Maurras, le meilleur d'entre nous subsiste lorsque le matériel disparaît tout entier. Alors donc, ce soir, nous quitterons, mais vous savez que nous avons un rendez-vous quotidien avec la faute à Rousseau. Le prochain rendez-vous est à minuit, et puis demain soir à minuit, et lundi soir à minuit. Nous ne nous arrêterons pas pendant les vacances, et donc la réunion de septembre ne sera pas une réunion de rentrée, ce sera une réunion de reprise, de retrouvailles. Elle aura lieu comme chaque fois le dernier samedi de septembre, c'est-à-dire le samedi 28 septembre. Et quant à la prochaine saison des cafés, Café Actualité pour Aix, ils auront lieu comme d'habitude le premier mardi du mois, ça sera donc le mardi 1er octobre, et pour Marseille, ce sera le deuxième samedi du mois, donc le samedi 12 octobre. Il y aura aussi un café histoire à Toulon, mais ça, nous n'avons pas encore les dates. Et puis Antoine de Crémy a un projet sur Avignon, on en parlera dès que nous aurons davantage de renseignements. Voilà ce que je voulais vous dire. Et je laisse donc la parole, en le remerciant, à Jean-Baptiste Denier, qui chaque année nous fait l'amitié et le plaisir
de venir traiter d'un sujet important. Donc c'est lui qui conclut cette enquête sur la République, encore une fois, conclure n'étant pas le terme qui convient tout à fait, puisque le débat est ouvert et le débat, nous sommes en plein. Jean-Baptiste, je te remercie. Merci François. En guise de conclusion de cette année, je ne pensais pas que cette conclusion prendrait un petit peu une forme un peu triste par la mort que tu viens de rappeler de Franck Lestévin, et je m'associe évidemment à la pensée pour lui et pour sa famille ce soir. J'étais lié depuis de nombreuses années à Franck Lestévin par une vieille amitié, et je suis profondément touché de sa disparition. Alors, le thème de ce soir, ce n'est pas véritablement non plus une conclusion, en ce sens que ce que je vais essayer de vous dire ce soir, c'est plutôt une ouverture sur un débat que j'espère nous pourrons aborder ensemble tout à l'heure, sur une réflexion qui n'en est son ébauche sans doute, mais je voudrais vous livrer donc simplement ici ce soir quelques éléments de cette ébauche de réflexion sur ce thème, cette question, qui est celle de savoir si nous sommes condamnés finalement à être anti-modernes. Alors cette question se pose aujourd'hui avec une particulière acuité dans la mesure où nous vivons de manière assez évidente, je crois, l'épuisement d'une certaine forme de modernité, de la modernité des Lumières, on pourrait dire, de cette modernité à laquelle, au fond, eh bien, nous nous sommes toujours opposés. Et alors cette modernité, nous n'avons pas vaincu, mais elle s'épuise sous nos yeux. Cette modernité fondée sur le doute, eh bien, en vient maintenant à, au fond, douter d'elle-même. On pourrait dire que sa dernière victime, au fond, c'est elle-même. Après avoir commencé à douter de tout, elle doute au fond d'elle-même, ce qui, d'ailleurs, est plutôt à son honneur, finalement. Mais en tout cas, il est vrai qu'il est aujourd'hui de plus en plus difficile d'être moderne lorsque l'on voit que les conséquences de la modernité des Lumières sont aux antipodes, au fond, de ses promesses. Comment peut-on être moderne après Auschwitz et le Goulag? C'est une question que tout un chacun se pose, ouvertement ou non, y compris les modernes eux-mêmes, y compris ceux qui s'inscrivent dans ce courant de modernité des Lumières. Je pense notamment au doute de plus en plus affirmé d'un philosophe comme Alan Finkielkraut, par exemple, sur la modernité. Donc, nous sommes à ce moment particulier où on peut, je crois, s'interroger sur notre propre rapport à cette modernité qui s'épuise sous nos yeux. Face à cet épuisement de cette modernité des Lumières, il y a eu historiquement, pourrait-on dire, pour faire simple, deux attitudes possibles. La première, c'est une tentative ou une tentation, comme on voudra, anti-moderne. Je dirais, avec un peu de provocation sans doute, que c'est l'attitude de Maritain, au fond. Maritain, qui est l'auteur, vous savez, de ce livre intitulé « Anti-moderne », et qui a passé sa vie, au fond, en un aller-retour constant de la modernité à l'antimodernité. Montrant par là, et je pense que de ce point de vue-là, il est assez significatif de cette tentation anti-moderne, montrant par là qu'au fond c'est une impasse, puisqu'au bout du compte, eh bien, Maritain n'a cessé de revenir en arrière et de se relancer ensuite dans cette même perspective sans jamais véritablement en sortir. La seconde attitude est une autre tentation, une autre tentative, celle de la postmodernité. Postmodernité qui viserait à dépasser, au fond, la modernité par ses propres principes. En se fondant sur ses propres principes, finalement aller au-delà de la modernité, ce qui s'apparente tout de même à une fuite en avant, qui peut aller jusqu'à une certaine forme de nihilisme. Ces deux tentatives de sortir de cet épuisement de la modernité, ces deux réponses possibles à cet épuisement de la modernité,
sont donc, me semble-t-il, toutes deux des impasses. Des impasses qui n'ont rien au fond d'étonnant, car pour la tentation antimoderne, il s'agit au fond de revenir en arrière sans réparer, au fond, les dégâts de la modernité, un petit peu comme si, lorsqu'un train déraille, on se contentait de faire machine arrière, et si on relançait la machine à pleine vapeur sur la voie qui l'avait fait dérailler. Et de la même manière, la tentation de la postmodernité, c'est aussi une autre forme d'impasse dans la mesure où, eh bien, on ne remet pas en cause les fondements de cette modernité des Lumières, mais on essaie simplement de pousser jusqu'au bout de la logique, ses propres, les conséquences de cette pensée pour finalement espérer aller au-delà. Face à ces deux tentatives, celle de la position antimoderne et celle de la postmodernité, il y a peut-être une autre voie possible, et c'est celle que je voudrais vous suggérer simplement ce soir ensemble de commencer du moins à explorer. Cette autre modernité possible, eh bien, c'est peut-être précisément celle qui pourrait s'inspirer de la pensée de Maurras. Alors là aussi, cela va peut-être surprendre, mais après tout, c'est une réalité historique. On a souvent présenté Maurras comme un antimoderne. Maritain lui-même, d'ailleurs, c'est dans sa posture antimoderne, c'est appuyé sur Maurras. Et pourtant, il ne faut quand même pas oublier que Maurras a été condamné par l'Église pour modernisme. La condamnation de Maurras par le Saint-Office a été une condition pour modernisme. C'est ça que l'on a reproché à Maurras. Et donc il n'y a pas véritablement de paradoxe, autant que cela pourrait sembler être le cas, à faire de Maurras un penseur, au fond, d'une autre modernité possible, certainement pas la modernité des Lumières, mais une autre modernité possible, celle pour laquelle, au fond, il a été condamné. Après tout, c'est peut-être une manière de prendre au sérieux cette condamnation de Maurras par le Saint-Office, que, eh bien, de voir ce qu'il peut y avoir de moderne, justement, dans un autre sens que le sens courant du terme, dans la pensée de Maurras. Alors, quelle serait cette autre modernité possible? Quels seraient les contours de cette autre modernité possible? Il n'est pas question, évidemment, ce soir, encore une fois, de la définir précisément, mais simplement peut-être de dresser quelques lignes de ce que pourrait être cette autre modernité possible. Eh bien, pour cela, il faudrait, je crois, partir de ce qu'est, de manière très schématique, encore une fois, la modernité, ce qui la caractérise. Au fond, ce qui, me semble-t-il, caractérise la modernité, c'est l'idée selon laquelle le monde extérieur, le monde est inconnaissable. C'est l'idée du doute que j'évoquais en commençant. Le monde est inconnaissable, et c'est sur finalement cette résignation que s'est construite toute la pensée moderne. Mais au moment même où cette idée émergeait de cette impossibilité de connaître le monde, tout simplement parce que justement on commençait à en connaître toute l'étendue et toute la complexité, eh bien à ce moment même est apparu un autre versant de la modernité qui jusqu'à présent est resté, c'est vrai, un petit peu sous le boisseau, mais qui a néanmoins existé, qui a été représenté tout au long de l'histoire des 4 ou 5 derniers siècles. Cette autre modernité, elle se fonde sur l'idée non pas d'un doute sur la possibilité de connaître le monde, mais sur une distinction, au fond, entre deux réalités. Une réalité extérieure à l'activité humaine, qui est en grande partie sans doute inconnaissable, et puis la réalité factuelle, le fait, ce qui est fait de main d'homme, et qui, lui, cette réalité-là, plutôt qu'elle, est connaissable. Alors, cet autre versant de la modernité est illustré notamment par
penseur que Pierre Boutan nous a appris à connaître, qui est cet extraordinaire napolitain du XVIIIe siècle, qui est Jean-Baptiste Vico. Vico qui a été justement celui qui a fondé cette théorie qu'il a appelée le verum factum, et qui a fait, en opposition aux critères rationnels de la modernité, justement, qui sera celle des Lumières, qui a fait du fait de la réalité, mais de la réalité au sens historique du terme, le critère de la vérité, le critère d'une connaissance possible du monde. Et au fond, l'idée de base de Vico pourrait être, je crois, celle selon laquelle il y a un monde créé par Dieu, le monde physique en quelque sorte, qui lui est inconnaissable, parce que pour connaître quelque chose, il faut l'avoir fait. L'homme n'ayant pas fait la nature, la création, eh bien, il ne peut pas effectivement la connaître. Et de ce point de vue, Vico est un moderne. Mais il y a une autre réalité, qui elle est faite de main d'homme, c'est la réalité de ce que Vico appelle l'histoire commune des nations. Et cette histoire commune des nations, dans laquelle le politique et le juridique également occupe une place centrale, eh bien, elle est, elle, objet d'une connaissance, et même d'une connaissance certaine, tout simplement parce qu'elle est œuvre humaine. Alors, de ce point de vue, cette pensée de Vico qui considère qu'il y a une connaissance possible du monde des nations, parce que c'est un monde humain, fait de main d'homme, et donc une connaissance certaine est donc possible, cette idée, eh bien, aboutit à une conséquence que Vico développe, et qui sera développée par la suite, notamment par Maurras, c'est l'idée que ce monde humain a une certaine autonomie par rapport à la création, par rapport au monde physique. Il y a une certaine autonomie du monde humain des nations. Cette autonomie résulte du fait que ce monde, il est fait de main d'homme. Il n'est pas l'objet d'une création divine, il est fait de main d'homme, il n'est pas déterminé par une nature préexistante. Et ici, la pensée de Vico rejoint celle de notre moderne, peut-être même celui qui est à l'origine de la pensée moderne, qui est Pic de la Mirandole, vous savez, cet érudit extraordinaire du XVe siècle, dont on a gardé le souvenir uniquement à travers son nom et ce qu'il peut évoquer, mais Pic de la Mirandole qui développe l'idée selon laquelle eh bien, l'homme est le seul être de la création, précisément, qui n'est pas de nature propre, ou plutôt dont la nature soit la liberté. C'est-à-dire qu'il se constitue lui-même sa propre nature selon son action, selon ce qu'il fait. Eh bien, à partir de là, on voit bien que se développe, à travers l'histoire des nations, eh bien, une œuvre humaine dont la connaissance est possible et qui obéit à des lois qui peuvent être connues par la raison et qui a de ce fait une certaine autonomie. Cette autonomie du monde humain, qui n'est pas déterminée par un ordre supérieur, c'est sans doute ce qui constitue le propre de la modernité. Mais à partir de ce constat de l'autonomie, au fond, des réalités humaines, et notamment du monde humain des nations, comme le dit Vico, eh bien, il y a là aussi deux attitudes possibles. La première consiste à considérer que puisque les réalités du monde fait de main d'homme sont autonomes par rapport à la création, eh bien tout est possible. C'est le premier versant de la modernité, celui des Lumières, la modernité du tout est possible, la modernité que Dostoïevski synthétisera dans une formule célèbre: si Dieu n'existe pas, tout est permis, hein, effectivement. Il y a une séparation radicale, une autonomie complète de ce monde humain par rapport à la création, et donc eh bien, tout, effectivement, devient possible. Cette modernité-là se caractérise par deux éléments constitutifs qui sont le subjectivisme d'une part, l'idée selon laquelle l'homme est un sujet isolé de toute contingence extérieure au fond, et le volontarisme, c'est-à-dire cette idée selon laquelle eh bien, la volonté peut véritablement tout.
Mais l'autre attitude possible, l'autre modernité, justement, ou l'autre versant de la modernité, eh bien, c'est celui qui considère qu'il y a certes une autonomie du monde civil, du monde humain des nations. Cette autonomie-là, elle est garantie, si on peut dire, par le fait que ce monde est une œuvre humaine, effectivement. Mais cela ne signifie pas pour autant que le monde extérieur n'existe pas. Et là, il y a véritablement une autre attitude possible, je pense, et qui est celle, je crois, de Maurras. Encore une fois, je reviens un instant sur la condamnation de Maurras par le Saint-Office. C'est exactement ce qu'on lui a reproché. C'est le naturalisme. C'est l'idée selon laquelle le monde politique, les réalités politiques, obéiraient à des lois humaines qui seraient autonomes par rapport à la loi divine. C'est cela, c'est pour cela que Maurras a été condamné. Et cette condamnation, au fond, elle a vu juste, d'une certaine manière. Elle a vu juste dans la mesure où, effectivement, c'était la pensée de Maurras. Et je crois que, ce serait évidemment un autre débat, plus historique qu'autre chose, mais qui serait intéressant, je crois que la difficulté qu'a eu Maurras à se défendre face à cette condamnation tient en grande partie au fait qu'elle mettait le doigt sur un aspect essentiel de sa pensée. Donc, voilà, deux versants possibles de la modernité, de cette autonomie, au fond, des réalités politiques. L'une qui considère qu'à partir du moment où cette autonomie est consacrée, eh bien, tout est possible. L'autre qui considère au contraire qu'il y a certes une autonomie, mais que cette autonomie-là ne supprime pas le monde extérieur. Voilà donc les deux versants possibles de la modernité. Le premier versant, c'est celui qui est en train de s'épuiser sous nos yeux, me semble-t-il. Reste à explorer l'autre. Mais pour cela, quelques mots d'abord de l'épuisement de la modernité des Lumières, avant d'aborder donc l'autre modernité possible. L'épuisement de la modernité des Lumières, elle se manifeste par un épuisement de ces deux caractères que j'évoquais tout à l'heure, à la fois le subjectivisme et le volontarisme. Épuisement du subjectivisme, tout d'abord, la pensée moderne a isolé un sujet. Sujet conçu indépendamment de toute relation sociale, qu'il a même fallu libérer de ces relations sociales pour qu'il soit justement un sujet, et uniquement cela, et qu'il s'épanouisse de la sorte. Ce sujet a été conçu essentiellement comme un sujet de droit, c'est-à-dire comme le titulaire d'un certain nombre de pouvoirs qu'il peut opposer aux autres sujets et qui constituent son espace de liberté. C'est là le fondement de ce que l'on a appelé l'école du droit de la nature et des gens, hein, qui a donné notamment toutes les déclarations des droits de l'homme de 1789 et jusqu'aux déclarations ultérieures qui ont été imprégnées de cette pensée, y compris les déclarations de l'ONU ou la Convention européenne des droits de l'homme, par exemple. Donc, un sujet de droit garant de la liberté individuelle. Il faut bien avoir à l'idée que l'objectif de cette pensée moderne était de libérer l'individu en faisant justement un sujet de droit, un sujet autonome. Or, cette autonomie aujourd'hui, elle est devenue totalement illusoire. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que ce sujet, pour être libre, il doit être abstrait de toute réalité, et de toute réalité sociale notamment. Le sujet idéal de la modernité n'est libre que dans la mesure où il est dégagé de ces relations que l'on aurait pu qualifier, dans une pensée traditionnelle, de naturelles. Dégagé de ces liens de famille, dégagé de toute appartenance nationale, dégagé de tout lien professionnel même, au fond, tout ce qui fait la réalité des relations sociales est abstrait dans un sujet idéal, qui est le sujet de droit, titulaire de pouvoirs absolus qu'il peut opposer aux autres. Mais cette abstraction, n'étant pas naturelle par définition, elle est réalisée par le pouvoir politique à travers la loi. Et donc c'est la loi qui définit le sujet.
Et aujourd'hui, on a le résultat, on a perdu la personne, qui était une réalité physique, naturelle, et on a un sujet de droit qui est entièrement défini, et uniquement défini par la loi. La conséquence de tout cela, c'est que ce sujet dont on voulait faire quelqu'un de libre, il est dans la totale dépendance existentielle, pourrait-on dire, de ce qui le constitue, c'est-à-dire le pouvoir politique qui lui donne son existence et lui seul. Donc on a là une conséquence qui est aux antipodes, au fond, de ce qui avait été initialement annoncé. On pourrait faire le même raisonnement à propos de l'autre critère, pourrait-on dire, de cette modernité des Lumières, qu'est le volontarisme. Là encore, l'idée d'origine, c'est que la volonté est quasiment sans limite, en tout cas sans limite naturelle, puisqu'il n'y a plus de nature. La nature est rejetée dans un passé mythique, au fond. C'est l'état de nature de Rousseau, par exemple. Donc, la volonté peut tout. La volonté peut tout, mais évidemment, pour rendre possible cette coexistence de volonté toute puissante, eh bien, il faut une volonté qui puisse un peu plus que les autres. Ce sera la volonté générale. Et cette volonté générale, elle est elle-même sans limite. Alors ici, je vais faire bref et aller directement à une actualité toute récente qui montre bien, je crois, cette impasse du volontarisme des Lumières. Je ne suis pas un habitué par profession des décisions du Conseil constitutionnel. Ma pratique habituelle me penche plutôt vers des arrêts des juridictions de l'ordre judiciaire, mais j'ai quand même parcouru la décision récente du Conseil constitutionnel du 17 mai dernier, et surtout un commentaire très intéressant qui en a été fait par un éminent constitutionnaliste, le professeur Bertrand Mathieu, qui montre très bien, au fond, l'épuisement, précisément, de ce volontarisme juridique ici. Cette décision du 17 mai 2013 du Conseil constitutionnel est intéressante, non pas dans son contenu véritablement, puisque le Conseil ne dit rien. C'est une décision rendue sur la loi réformant le mariage. On ne dira évidemment pas plus sur cette loi, vous savez tous ce qu'elle contient. Et le Conseil constitutionnel n'en dit rien, à savoir qu'il refuse de porter une appréciation quelconque sur la volonté du législateur, en considérant que la question qui faisait l'objet de cette loi étant une question de société, appellation commode pour ne pas trancher, donc, étant une question de société, eh bien, relevait de la seule compétence du législateur sans aucun contrôle. Alors, ça on le savait, au fond, depuis longtemps, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, un constitutionnaliste, encore une fois, comme Bertrand Mathieu, qui est l'autorité en la matière, s'interroge tout de même sur les conséquences de cette attitude du Conseil constitutionnel, et il a cette interrogation que je vous livre. Il écrit « Que signifie le droit au mariage si ce mariage est librement défini par le législateur ?» Que signifie, il va jusque-là, que signifient les droits de l'homme alors que... il faudra vraiment que j'achète des lunettes un jour peut-être. Ou alors que j'apprenne à lire, à écrire, plutôt pas à lire, je crois, à écrire. C'est vrai qu'il y a des progrès à faire. Hein. Tu confirmes, Que signifient les droits de l'homme alors que les personnes, c'est ça, les personnes qui en bénéficient pourraient être reconnues par la loi comme être humain, comme l'être humain né depuis 15 jours, par exemple. Autrement dit, à partir du moment où c'est la loi qui définit l'être humain, à travers le sujet de droit, eh bien, les droits de l'homme eux-mêmes n'ont plus aucune signification, puisqu'il suffit de ne pas reconnaître la qualité de sujet de droit à une personne pour que celle-ci ne bénéficie d'aucun droit, y compris les droits de l'homme. Ce qui fait dépendre les droits de l'homme de la volonté du législateur, ce qui est l'exact contraire
de ce qui avait été voulu et annoncé par les théoriciens de l'école du droit de la nature et des gens, dont l'idée de base était tout de même de limiter le pouvoir de la loi en énonçant des droits qui étaient supérieurs à la volonté du législateur. Eh bien, on voit bien qu'aujourd'hui, cela est totalement illusoire, puisque les droits sont dans la dépendance de la loi qui définit l'être humain comme sujet de droit, puisque finalement il ne connaît que cela, il ne connaît plus les personnes, il ne connaît plus la réalité, il ne veut plus connaître autre chose que ce qu'il crée lui-même. Donc on a ici un épuisement de cette modernité des Lumières qui aboutit au contraire exact de ce qu'elle avait annoncé. L'autre modernité possible, quels pourraient être ses contours? Alors, je ne vais faire ici qu'esquisser simplement quelques pistes de réflexion, comme on dit dans les colloques, sur les regards croisés. Ça fait partie, là aussi, des jargons que doit pratiquer notre cher président en ce moment, parce qu'il est censé être un colloque. Je doute qu'il y ait des colloques à Paris de médecins, mais enfin bon, en général, ils choisissent des lieux plus agréables. Donc l'autre modernité, je ne répéterai pas, Non, bien sûr pas. il ne sera Ça pas, restera regarde ici. ça, Ça restera Rousseau. L'autre modernité possible, quels pourraient donc être ses contours? Eh bien, ce pourrait être, je crois, une modernité qui rendrait aux politiques une certaine forme de rationalité, d'une part, et d'autre part, ce serait aussi une modernité qui admettrait des limites. Alors, quelques mots très brefs sur ces deux aspects. Une modernité de la raison politique, tout d'abord. Nous avons perdu aujourd'hui, je crois, très largement le sens de la raison politique. La politique, le politique, est devenu le lieu simplement d'exercice de volonté de puissance, au fond, qui s'exprime dans un espace clos, complètement coupé de la réalité. Ce que pourrait nous apprendre, ce que pourrait nous apporter cet autre versant de la modernité, eh bien, ce serait de retrouver des lois de la politique. Au fond, l'idée très moderne, selon laquelle le champ du politique serait autonome, et notamment par rapport à celui de la réalité physique, je dirais, eh bien, cette idée a été complètement pervertie par la modernité des Lumières, à travers, justement, le volontarisme, notamment. Et ce dont nous aurions besoin aujourd'hui, c'est de retrouver, peut-être, le sens de loi de la politique. L'idée que, au fond, le monde humain des nations, pour reprendre l'expression de Vico, obéit à des lois qui lui sont propres et qu'il est possible de connaître, de discerner dans la réalité des rapports sociaux. Et cela s'opposerait à l'idée que, au fond, le politique serait uniquement l'expression d'une volonté toute puissante qui aboutit, encore une fois, on l'a esquissé tout à l'heure, au contraire de ce qui avait été initialement voulu. Donc voilà, première piste de réflexion, retrouver une certaine rationalité du politique. L'autre bénéfice, pourrait-on dire, de cette autre modernité possible pourrait être ce qu'on pourrait appeler une modernité de la limite, c'est-à-dire qui retrouverait le sens des limites. Et ça, c'est un thème très, très maurassien, le sens de la limite. Il y a des pages admirables de Maurras sur la limite, y compris dans Corps glorieux, hein, avec cette apologie du fini, hein, chez Maurras. L'idée, au fond, que eh bien, le fini s'oppose non pas à l'infini, mais à l'indéfini. Eh bien, cette idée-là, c'est une idée qui, me semble-t-il, est au cœur de cette autre modernité possible, en ce sens que, comme je l'évoquais tout à l'heure, encore une fois, eh bien, cet autre versant de la modernité considère que si le domaine du politique est autonome, c'est vrai, il a une certaine autonomie, eh bien, cette autonomie ne nie pas la réalité extérieure. Ce n'est pas parce que je ne connais pas mon environnement que cet environnement n'existe pas.
Et donc, on a là une autre modernité qui, tout en maintenant, en quelque sorte, l'acquis, si l'on veut, de cette autonomie des réalités humaines, eh bien, admettrait néanmoins que, pour reprendre une expression qui est chère au professeur Christian Attias, l'idée que la nature répond toujours, la réalité répond toujours aux sollicitations humaines. C'est-à-dire que le monde humain des nations est un monde fait de main d'homme, c'est vrai. La liberté est sans doute la nature de l'homme. Mais l'expression de cette liberté, eh bien, se heurte parfois à la réalité. En tout cas, elle provoque toujours une réaction de la réalité. Et cette réaction de la réalité, eh bien, il convient d'en tenir compte justement pour progresser au sens vrai du terme, c'est-à-dire pour eh bien, s'appuyer sur même parfois les obstacles opposés par la réalité à la volonté humaine pour eh bien, avancer et modifier éventuellement même cette réalité, mais sans la nier. Autrement dit, cet autre versant de la modernité, on pourrait dire qu'il aboutirait peut-être, plutôt qu'à prétendre redéfinir l'homme, il prétendrait peut-être plus humblement à réinvestir le champ du politique et à redonner au politique une forme possible d'action qui trancherait avec cette espèce de désistement général du politique face à des réalités, notamment économiques, parce que justement, ce sont des réalités. Donc voilà un petit peu les quelques idées très rapides que je voulais évoquer devant vous, en essayant évidemment, en espérant plutôt que cela donnera lieu à des échanges qui seront sans doute beaucoup plus intéressants que ce que j'ai pu vous dire. La fin du judéo-christianisme, là je ne serais pas du tout d'accord. Demi-fin, justement, puisqu'on reprend le rationalisme, Oui, alors c'est ça, donc c'est pas une fin. Non, de ce point de vue-là, dès lors nous sommes d'accord. Mais effectivement, ce qu'on peut dire en revanche, je crois, et l'idée de fin d'une civilisation est de ce point de vue-là sans doute intéressante, c'est que, bon, c'est un aspect de la pensée de mon cher Vico que je n'ai pas développé ce soir, mais Vico a aussi cette idée selon laquelle ce monde humain des nations, justement, passe par des phases successives. Alors, il discerne 3 âges, l'âge des dieux, l'âge des héros, l'âge des hommes. Et dans l'âge des hommes, il y aurait, au fond, ce qu'il appelle des ricorsi, des retours périodiques, lorsque, justement, on est arrivé aux limites extrêmes, aux conséquences ultimes de ce qu'il appelle la barbarie. Et là, il y a un retour héroïque, finalement, à un principe qui est un principe de vie, justement, de ce monde humain des nations, qui permet à ce monde humain des nations de perpétuellement renaître de ces époques de barbarie. Et je pense que nous en sommes là, finalement. Nous sommes à ce point nodal, un petit peu, où cette modernité des Lumières, justement, a produit toutes ces conséquences et où eh bien, on est dans l'incertitude, justement, face à la direction à prendre au vu de ces conséquences-là. Alors Jean-Louis. Oui, professeur, vous avez dit tout à l'heure que, enfin, une des caractéristiques de la modernité, c'est l'idée du doute, parce que le monde est inconnaissable. Malheureusement, ce à quoi on assiste aujourd'hui, on voit bien la rupture entre l'enseignement qu'on a eu, nous, avec les humanités, et l'embryon d'enseignement qu'ont nos enfants aujourd'hui. Or, qu'est-ce qu'ils ont entre les mains? Ils ont la certitude, en classe de 6e et de 5e, ils ont la certitude de tout maîtriser, ils ont la certitude de tout connaître,
ils sont absolument incapables, alors jusqu'au bac, ils sont incapables de prendre du recul par rapport à, enfin, en gros, de faire une dissertation et d'organiser leurs idées en prenant du recul. Et même après. Oui, oui, c'est bien. Enfin, on voit bien les CV qu'on reçoit en entreprise. Hein, mais, si vous voulez, c'est pas du tout... Ça serait bien si on était arrivé à une limite, comme vous l'avez décrit, une limite où on constate que le doute, en réalité, perdure. Bon, et on ne peut vivre que dans le doute, enfin, à mon avis. Mais c'est pas du tout ce qu'on enseigne aux enfants aujourd'hui. Et c'est bien le drame. C'est-à-dire qu'il y a... Je vois pas très bien vers quoi ils vont pouvoir aller, quoi. Parce qu'ils ne doutent de rien. Ils ne doutent de rien. Ils sont pris vraiment dans le système de Big Brother, mais qui est une véritable folie. Et donc, ils sont coupés de toutes leurs racines. Donc, étant coupés de toutes leurs racines, on leur a appris à ne douter de rien. Tout à fait. Je pense que ce que vous dites là est très très juste, effectivement. Mais, alors, vous avez raison de nuancer mon propos de tout à l'heure, parce que lorsque je parlais du doute qui atteignait la modernité elle-même, il est vrai que je pensais, si j'ose dire, aux penseurs de la modernité. Mais il y a une espèce de vulgate moderne qui est assénée, effectivement, dans les écoles, les lycées et les universités, qui est absolument catastrophique, c'est vrai, mais qui n'est au fond que la conséquence extrême, là aussi, d'un certain subjectivisme. Parce que si, effectivement, on ne doute de rien, c'est parce que, eh bien, le sujet étant isolé, il est un monde à lui tout seul, et son opinion vaut vérité, au fond. Et il n'y a pas de raison d'en douter. Et il est vrai que ce que vous dites là suscite évidemment un écho très, très attristé, au fond, pour le professeur que je suis, lorsque je lis des copies d'étudiants, ou lorsque j'entends des étudiants, effectivement, qui ne doutent absolument de rien. Et la plus grande difficulté qu'on peut avoir, sans doute, dans l'enseignement aujourd'hui, c'est de faire prendre conscience à nos étudiants, pour ce qui me concerne, que ce qu'ils affirment n'a pas de valeur en soi, mais n'a de valeur que par rapport à la réalité sur laquelle porte l'affirmation. Et ça, c'est le travail le plus difficile que nous ayons à faire, les faire effectivement douter de leur certitude. Ça, vous avez entièrement raison. Il n'en demeure pas moins que cette espèce d'arrogance très moderne, effectivement, hein, ma pensée vaut celle d'Aristote ou de Platon, eh bien, cette arrogance moderne, elle est quand même, je crois, détruite déjà dans son essence, dans la mesure où, aujourd'hui, quand même, ceux qui pensent la modernité sont obligés, eux, de douter de la modernité. Alors, il est vrai que nous avons encore la queue de la comète de cette espèce de vieux rationalisme des Lumières, très, très inquiétant, c'est vrai, mais à la tête, je crois que le doute s'est quand même installé. Et ça, c'est, me semble-t-il quand même, quelque chose, enfin, c'est une faille dans laquelle nous pouvons, je crois, essayer d'enfoncer un coin. Alors, Paul, et ensuite Alain. Juste un petit mot. Un petit mot? Alors, vas-y. Oui, Alain. c'est très court. C'est pas une question, c'est une suggestion. Quand tu parles de Vico, je crois qu'on peut penser à Hegel aussi. Je reconnais qu'il est à prendre avec des pincettes, mais on a tort de le négliger pour ce qui peut donner de l'épaisseur et de la force à l'analyse historique et donc à des idées politiques, je crois qu'il est de la sa place. Ça ferait une place immense. Tout à fait. On n'en parle pas assez. C'est vrai. Il faudra revoir ça. Comment c'est tout. Alors, Solange, et ensuite
Vas-y. Oui, professeur, vous avez évoqué la saisine du Conseil constitutionnel, que j'ai lu avec beaucoup d'attention, avec beaucoup d'espérance, mais en sachant que Taubira avait dit que de toute façon, il avait eu l'accord des sénateurs. Alors j'aimerais comprendre à quoi servent les sénateurs quand on lit ce texte et qu'on sait les résultats. Les sénateurs n'ont rien changé, quasiment rien, au texte initial. Non, ce qui est en cause ici, c'est le rôle du Conseil constitutionnel, qui était censé, eh bien justement, contrôler le législateur. Le législateur dans ces deux chambres, hein, avec l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais là, très clairement, et c'est, je crois, la première fois que le Conseil, enfin, encore une fois, je ne suis pas familier des décisions du Conseil constitutionnel, mais il me semble que c'est la première fois qu'il énonce aussi clairement qu'il refuse de se prononcer sur une question parce que c'est une question dite de société. Jusqu'à présent, il l'avait toujours fait, il n'avait jamais pris position, mais sans le dire aussi ostensiblement. Là, il le dit ostensiblement, ce qui, du coup, fait apparaître dans toute sa nudité, au fond, la réalité, à savoir que, eh bien, contrairement à ce que l'on avait pu imaginer, ce qu'on avait pu croire, ce que certains avaient pu espérer, eh bien, la loi reste dans la Ve République l'expression d'une souveraineté totalement discrétionnaire, comme elle l'était sous tous les régimes républicains depuis la Révolution. Et le Conseil constitutionnel ici a très bien montré que sur les questions quand même les plus fondamentales de la vie en société, puisqu'une question de société c'est quand même ça, hein, eh bien il n'a rien à dire et il se refuse à contrôler la volonté du législateur. Donc, effectivement, la volonté prime. On peut tout. On peut tout. Encore une fois, il y a cet adage célèbre du droit anglais que j'aime bien citer, le Parlement d'Angleterre peut tout faire sauf changer un homme en femme. Eh bien, le Parlement français peut tout faire. Point. Et le Conseil constitutionnel n'a rien à dire. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est emblématique, en réalité, de la lâcheté? C'est tout simplement. C'est-à-dire qui imprègne la plupart des élus. Enfin, on en arrive à se demander à quoi sert. Enfin, bon, pas uniquement là-dessus, mais je veux dire, il y a une liste impressionnante depuis 30 ou 40 ans dans le comportement, pour commencer par l'Assemblée nationale, dont je ne parle même pas du Sénat. Mais enfin, moi, ça me paraît être quand même relevé de la lâcheté. C'est évident. Oui, la conclusion à laquelle ils sont arrivés. D'ailleurs, je pense que beaucoup de gens ont oublié qui a créé le Conseil constitutionnel et dans quelles circonstances. Mais comme on a oublié que la France était le seul pays de l'Union européenne avec le Portugal dont le régime politique soit fondé sur un coup d'État militaire. Hein. C'est vrai. Mais on vous dira qu'il était à basse intensité. Oui. Alors, pardon, juste un point là-dessus. Au-delà de la lâcheté des personnes, qui est incontestable, il y a quand même une question de légitimité, je dirais. Le Conseil constitutionnel ne s'est pas reconnu la légitimité d'aller à l'encontre de la loi. Tout simplement parce qu'on est dans ce système politique dans lequel la loi est l'expression de la volonté générale et il n'y a rien au-dessus de la loi. On a pu le croire, des juristes ont pu le croire. Hein, on a cru que, à la suite de Kelsen et d'autres, hein, on a cru que le contrôle de constitutionnalité, qui est quand même la grande idée du droit public qui a animé le débat en droit public pendant la seconde moitié du XXe siècle, on a eu cette idée que désormais, eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, justement, eh bien, la loi ne pourrait pas tout faire, ne pourrait plus tout faire. Et qu'on allait avoir une sorte de contrôle de la loi par une instance qui serait l'expression du droit, au fond, d'un droit supérieur à la loi. Et bien là, le voile est tombé, on sait très bien que le droit, c'est ce que dit la loi. Point. Donc la loi qui était votée, promulguée, passée au JO, on ne pourra rien faire. Non. Non. Non, je vous fais là la réponse que faisait Kelsen en 1945. Kelsen est un juriste autrichien, anti-nazi, qui a fui d'Autriche lors de l'Anschluss,
et qui est théoricien de ce qu'on appelait le positivisme juridique, l'idée selon laquelle justement le droit se réduit à la loi. Et en 1945, on lui pose quand même la question, on lui dit mais les lois nazies, elles étaient régulièrement adoptées. Bon, c'était du droit, et Kelsen, la mort dans l'âme, a été obligé de répondre avec une honnêteté désarmante, oui, c'était du droit. Alain? Juste un mot. Je crois qu'en fait, tout ce qu'on vient de dire là, tout ce subjectivisme ne peut se résoudre que par l'acceptation d'une transcendance générale reconnue par tous. C'est le seul moyen, en fait. Donc, se dire anti-moderne ou moderne, c'est peut-être pas le fond du problème, c'est savoir si on est partisan de l'existence d'une vérité objective, quelle qu'elle soit, ou d'aucune vérité. À partir du moment où on peut accepter que la vérité change sans arrêt, que ce soit au niveau de la loi, la loi devient caprice, tout est possible. Et le seul moyen d'empêcher ça, c'est en fait de reconnaître qu'il y a une vérité qui préexiste même à la volonté humaine, qui préexiste à l'existence même des nations sur la Terre. Mais ça, la société actuelle n'est pas prête à y revenir. C'est le seul point qui peut résoudre le problème. Si on reconnaît, je ne pense pas qu'il y en ait d'autres. Parce que s'il y a un autre point, c'est la science. Or, la science, elle est quand même limitée, comme tu l'as bien dit, à la partie subjective, au fait que les savants ne sont pas d'accord entre eux sur tel point ou tel autre, et on ne s'en sortira jamais. Sauf s'il y a l'accord sur l'idée de quelque chose qui transcende l'humain, et que la majorité des humains reconnaissent comme tel. Alors, ça, c'est la position anti-moderne. Voilà. Hein, c'est la Je position sors pas de là. anti-moderne. Alors, Voilà. c'est une position Je ne sors pas de là. qu'on peut très bien tenir, hein, effectivement. Mais je crois qu'il y en a une autre qui consiste justement à admettre avec la modernité que le monde politique, la réalité politique, a une certaine autonomie. Ce qui ne veut pas dire, attention, ce qui ne veut pas dire, à la suite des Lumières, que cette autonomie est absolue et que le reste n'existe pas. Mais il y a néanmoins une certaine autonomie du politique. Oui. Et Maurras dit pas autre chose, hein, au fond. Sa physique sociale, même si le terme est mal choisi, c'est ça. Oui, mais c'est un moyen, je me permets de répondre, hein, c'est un moyen insuffisant, parce que le marxiste te répondra que lui aussi, il a sa perception de la physique sociale comme Marx. Ah oui, comme, c'est pour ça que exactement comme Maurras. L'expression physique sociale est mal choisie. Ça, non, mais c'est pareil chez les marxistes. Hein. Oui, sauf que le marxisme étant justement participant de cette idéologie moderne des Lumières. Il s'en exclut quand même en reconnaissant, en étant d'accord avec toi, pour dire que toutes ces subjectivités, c'est bourgeois, c'est quelque chose qui doit être dépassé par le vrai mouvement de l'histoire qui est lié à la lutte des classes, au processus économique, et que ça, c'est une vérité tangible. Eux, ils l'ont trouvé. Mais c'est pas acceptable, évidemment. Alors, c'est pas acceptable, pourquoi? C'est pas acceptable, justement... Parce que c'est faux en partie. Parce que c'est faux, et parce que, justement, la réalité extérieure, et notamment économique, a montré que c'était faux. Oui, voilà. Oui. Mais enfin, il y a chez eux le désir de sortir du subjectif par une objectivité prétendue qui est celle de l'économie qui imposerait ses lois à l'homme, à l'histoire humaine. C'est vrai, sauf que les lois de l'économie, justement, ne sont pas celles. Oui, absolument, qu'ils croyaient. Voilà, en tout cas, pas entièrement. Oui. Et au fond, l'exemple, justement, du communisme est assez éclairant. Alors, je ne nie pas, évidemment, hein, toute l'importance de la résistance spirituelle au communisme. Mais au fond, ce qui a entraîné malgré tout, ce qui a provoqué directement l'effondrement du communisme, c'est pas la transcendance. Du moins, dans l'ordre des causes secondes, je dirais. Hein, c'est l'échec économique. Oui. C'est la réponse de la réalité. Oui, absolument. Oui, ben Jean-Paul Delally, d'ailleurs. Oui, Jean-Paul Delally, bien sûr. Bien sûr, l'Église y a aidé. Je reviens encore à cette idée. Cette idée néo-moderne, qu'on pourrait partir d'une partie de l'objet, une sorte d'objectivité historique limitée, c'est ça en fait, hein. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors, c'est pas suffisant, c'est pas ça qui ramènera la personne par rapport à l'individu, c'est pas ça qui résoudra les choses. Ça peut un peu modifier les choses, voilà. C'est vrai. Alors, cela dit, juste un mot peut-être là-dessus.
que ça ne suffise pas sans aucun doute. C'est vrai qu'on ne peut pas, sans doute, faire totalement abstraction de toute transcendance, c'est vrai. Faut-il pour autant considérer que seule l'adhésion unanime à une forme de transcendance permettrait de restaurer le politique, au fond? Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Ce n'est pas l'unanimité qu'il faudrait, ce serait la reconquête d'élites qui, par elles-mêmes, verront qu'il n'y a pas d'autre solution. Ou admettront, ou admettraient, au moins, alors c'est ce que j'ai développé par ailleurs, sur une hypothèse qui a été émise par Benoît XVI, à propos justement de cette question-là. Il a, à l'occasion d'un discours en 2005, il a émis cette idée selon laquelle, au fond, pour sauver la modernité, il faudrait faire l'hypothèse de l'existence de Dieu. Voilà. Et il a inversé, au fond, bon, ça c'est un débat un peu plus juridique, mais inversé l'hypothèse qui est à l'origine de l'idéologie des droits de l'homme, l'idéologie moderne des droits de l'homme, qui est l'hypothèse de Grotius, selon laquelle, eh bien, même si Dieu n'existait pas, ce qui d'ailleurs au demeurant était pour lui absurde, eh bien, il existerait néanmoins des droits humains parce qu'il existerait une nature humaine. Eh bien, Jean-Paul II d'abord et Benoît XVI, en conclusion, si vous voulez, du raisonnement, a montré cette hypothèse d'origine, elle a totalement échoué. Elle a totalement échoué, elle a vicié justement le concept même de droit de l'homme, qui a été restauré par Jean-Paul II à travers l'idée de droit objectif et non pas subjectif, enfin peu importe. Et l'idée émise par Benoît XVI était que, au fond, eh bien, pour sauver cette modernité-là, et notamment cette conquête de la modernité, que seraient ces droits de l'homme, au fond. Dans ce qu'ils ont de bon. Dans ce qu'ils ont de bon, tout à fait, dans ce qu'ils ont de juste. Eh bien, il faudrait faire l'hypothèse de l'existence de Dieu, mais une hypothèse, simplement. Et ça, c'est moderne. Mais je crois que c'est un bon chemin. Ça, c'est moderne. Ça, c'est un bon chemin. Oui, mais c'est moderne. Parce que la transcendance n'est plus qu'une hypothèse. Oui. Hein, on n'attend pas l'adhésion de foi, même si évidemment l'hypothèse peut y conduire. Oui, mais c'est une hypothèse qui est très solide là, parce que il peut pas, de même qu'il n'y a pas de science sans l'existence de corps sur lesquels on peut agir, même si on ne sait pas la nature intime de ce corps. Exactement. Mais c'est pareil. Tout à fait. On peut partir de là.